Et voilà. Bonjour à tous, ça y est, je vois qu'il y avait des messages dans. Bonjour à tous, je vois qu'il y avait des messages dans la conversation. Voilà. On démarre, j'autorise tout le monde. Il y a des gens dans la salle d'attente. Voilà, on est nombreux. Aujourd'hui, ensemble, on avait proposé cette. Voilà, on avait proposé cette réunion à 11h30, faire le point sur les enjeux de santé mentale. Voilà, bonjour tout le monde. Je vois que les gens se connectent. Plein de notifications. Voilà, on est une centaine de participants. 11h29, on avait donné comme indication 11h30. Bonjour tout le monde. Ah, super. Bonjour Laurine. Je vois qu'il y a j'ai des notifications dans tous les sens. Ouais, il y a beaucoup de monde. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Merci à tous d'être présents. Merci que vous ayez répondu présent à notre invitation. On va démarrer. On va démarrer cette session ensemble. On avait prévu 1 heure sur le sujet. Voilà, 11h30, 12h30. On va parler de différents sujets. On a, avant de démarrer, qu'on se présente, hein, les interlocuteurs qui vont prendre la parole aujourd'hui, on a le chat. Donc, n'hésitez surtout pas à directement poser vos questions dans le chat. On a un système de Q&R aussi, questions-réponses, d'ailleurs, un Q&R. Vous pouvez tout à fait poser vos questions. L'objectif aujourd'hui ensemble, ça va être de parler de santé mentale au travail en 2025. Et je vois qu'il y a encore plein de gens qui sont en train de se connecter. On va se laisser 1 minute. À 170 participants connectés. On va se laisser une petite minute, 11h31. Voilà, on va laisser jusqu'à 11h32. Et puis, on va démarrer avec. On va être 3 personnes à présenter aujourd'hui pour parler un petit peu de ce sujet. Globalement, les 3 personnes qui ont travaillé énormément sur les points qu'on va regarder ensemble. Euh, et on va faire ça dans 1 minute, le temps que les derniers se connectent. Voilà, il y a encore des gens qui arrivent. Je ne sais pas si je peux mettre en place un système d'autorisation automatique. Et, et voilà, et ça continue de monter. On est plus de 200. Je peux enlever mes notifications, ça n'arrête pas de faire bip. C'est bon, c'est bon, ça fonctionne. Ok, 11h32. Bonjour à tous. Ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Camille Puech, donc je suis le fondateur et le président de Kelly Social. Ça fait maintenant 17 ans. Mon métier, c'est d'aider les organisations à prendre soin de ses salariés. C'est un sujet qui m'a toujours énormément intéressé. J'en ai fait mon métier. Et parmi la question de prendre soin de ses salariés, évidemment, la complexité de comment le faire, ça a été toujours mes plus grandes réflexions. Avec Cali Social, maintenant, on est plus de 130 salariés à se poser cette question tous les jours et à agir pour le faire au mieux que possible. Et pour pouvoir nous aider dans cette mission de concilier le travail, la productivité et la santé de l'individu, eh bien, on s'appuie sur toutes les expertises, sur toutes les ressources. Aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va vous présenter le travail qu'on a mené avec Ipsos, donc Cali Social et Ipsos, pour faire le point sur la santé mentale en France, la santé mentale au travail en France en 2025. On est dans un monde qui change beaucoup. On le voit encore cette semaine, la semaine dernière étaient des semaines où le travail est énormément affecté par ce qui se passe dans le monde. Et la nécessité d'avoir un regard
précis finalement sur ce dont on a besoin en 2025. La précision de la date des créneaux est d'autant plus importante aujourd'hui qu'elle l'était hier. C'est pour ça qu'on a fait un focus vraiment très à chaud avec Ipsos. On est trois personnes à se partager la parole aujourd'hui. Donc moi-même, Camille Puech, mais je suis pas seul, donc je suis accompagné de Clélia Sacadura. Clélia, est-ce que tu Bonjour. peux te présenter? Oui, attendez, je pense. Donc, je me présente. Je suis Clélia Takadura, je suis psychologue spécialisée sur les sujets de souffrance au travail et d'accompagnement des organisations à prendre en compte la santé mentale au travail. Et chez Cali Social, je suis directrice de l'expertise. Et je travaille depuis une quinzaine d'années sur ces sujets et je suis ravie d'avoir cette présentation et ce débat avec vous tous ce matin. Merci Clélia. Et nous sommes également accompagnés de Mathieu Gallard. Bonjour Mathieu. Bonjour, bonjour Camille. Et donc Mathieu, tu représentes Ipsos et c'est avec toi que nous avons travaillé. Si tu peux te présenter en 2 minutes. Tout à fait, moi je suis directeur d'études à Ipsos, donc l'institut de sondage dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Je travaille au département Public Affairs d'Ipsos, donc on réalise toutes les enquêtes, pour le coup les plus visibles, notamment les enquêtes qui ont lieu durant les élections, les enquêtes qui touchent à la politique. Mais on réalise aussi toutes les enquêtes d'opinion sur, on va dire, les sujets qui sont dans le débat public. Donc ça peut être des enjeux qui sont liés, par exemple, aux questions, en ce moment, enfin depuis quelques années, beaucoup sur des questions liées à l'inflation, au pouvoir d'achat, beaucoup sur les questions environnementales, et aussi parce que c'est une problématique qui monte de plus en plus depuis le Covid, mais même depuis quelques années avant, sur tous les enjeux qui sont liés au travail, à la relation que les Français, les salariés en tout cas, peuvent avoir vis-à-vis de leur travail dans toutes leurs dimensions. Donc c'est des sujets sur lesquels aussi on travaille beaucoup sur la période récente. Super. Merci beaucoup Mathieu, Clélia. Donc sans transition, alors voilà, technologie, on se met juste devant la présentation. Donc normalement tout fonctionne. Euh, Clélia va suivre les commentaires, les questions. Donc n'hésitez pas à mettre des questions. Et puis on va se passer la parole et on va rentrer directement dans le vif du sujet, qui est la santé mentale et la qualité de vie et les conditions de travail en 2025. Et on va vous expliquer un petit peu comment on a fait tout ça. Alors, euh, peut-être un rapide point de préambule. 2025, c'est une année assez particulière. Alors, bien sûr, pour tous les mouvements qui se passent partout dans le monde, mais c'est aussi une année particulière parce que c'est la première fois que la santé mentale est érigée en grande cause nationale. Euh, Grande cause nationale. Donc, chaque année, on a un sujet qui fait grande cause nationale. Dans les sujets qui ont énormément bénéficié des grandes causes nationales, on a le cancer du sein. Pour vous marquer un petit peu l'impact, il y a eu 3 grandes causes nationales sur le sujet. En 1980, c'était un sujet tabou qui faisait honte. Et aujourd'hui, en 2025, on est sur un sujet, le cancer du sein, qui est accepté, reconnu. Il y a du soutien face à cette maladie. Et les grandes causes nationales ont mis le sujet sur le devant de la scène pour faire en sorte que ce soit plus quelque chose dont on ne parle pas, mais effectivement que tout le monde comprenne le sujet. On a eu la même chose sur le tabac, qui a eu aussi beaucoup d'effets. Là, on parle de santé mentale, grande cause nationale, avec 4 grands objectifs. Sensibiliser, donc c'est ce que je disais, briser les tabous, promouvoir une meilleure compréhension, renforcer l'accès aux soins. On a un gros sujet sur les questions de santé mentale, c'est qu'il y a un décalage très très fort entre le vécu de l'individu et l'accès aux soins. En clair, les gens ont des troubles mais ne se soignent pas. Troisième objectif, la prévention. C'est c'est le meilleur des leviers. C'est le plus difficile à mettre en œuvre, mais c'est le meilleur des leviers pour adresser un enjeu de santé publique. Et le quatrième objectif, c'est le soutien des proches. Il y a un enjeu important, reconnaître le rôle des aidants sur les personnes qui accompagnent des personnes qui ont des troubles de santé mentale et voire même, je vais aller un petit peu plus loin, des troubles mentaux, c'est ce qui est indiqué, hein. On viendra un petit peu sur la définition, la différence entre ce qui est santé mentale, troubles mentaux, troubles psychiques, parce que ce vocabulaire-là
est méconnu et à somme toute à son importance. Santé mentale. Justement, l'objectif, c'est d'abord de quoi parle-t-on quand on parle de santé mentale? J'ai encore beaucoup de personnes qui mettent santé mentale comme la psychiatrie, qui confondent santé mentale et psychiatrie. C'est un peu comme confondre hôpital et santé. La santé, c'est pas le fait de ne pas être malade, d'avoir une maladie. La santé, c'est le fait d'être en forme, d'avoir ses pleines capacités de son corps et de son esprit. Et c'est la même chose sur la santé mentale. C'est la définition de l'OMS que vous avez à l'écran. La santé mentale, c'est l'état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Donc, on est sur des sujets qui n'ont rien à voir avec la maladie, qui n'ont rien à voir avec les troubles psychiques ou avec les troubles mentaux. On est sur une définition qui montre qu'en fait, on a tous une santé mentale et que elle est plus ou moins bonne en fonction de ce qui nous arrive et la manière dont on en prend soin, et que une mauvaise santé mentale affecte eh bien, notre capacité à réaliser notre potentiel, notre capacité à faire face aux difficultés de la vie, notre capacité à travailler avec succès et de manière productive, et notre capacité à apporter une contribution à la communauté. Ce que j'aime beaucoup, moi, dans cette définition, c'est que je vous évoquais tout à l'heure que notre métier chez Kelly Social, c'est d'aider les organisations à prendre soin de leurs collaborateurs. Ce que je trouve formidable dans cette définition, c'est que je n'ai jamais rencontré une direction d'entreprise qui n'avait pas pour ambition que l'ensemble de ses collaborateurs soient dans cet état-là. Et je trouve que cette définition vient mettre tout le monde d'accord à prioriser la santé mentale comme un enjeu majeur et stratégique pour les organisations de travail, ce qui est ma croyance depuis maintenant de nombreuses années. Quelques chiffres sur la santé mentale. Donc, l'OMS en donne quelques chiffres. On a vraiment beaucoup d'acteurs qui apportent des chiffres sur le sujet. L'OMS nous parle de 5 millions de travailleurs. Il faut savoir qu'il y a 28 millions de travailleurs d'actifs en France, donc on est sur 5 sur 28, donc aux alentours de 17%, de personnes qui souffrent de troubles psychiques en France selon l'OMS, que ça a des incidences directes sur le travail avec, je dirais, la partie émergée de l'iceberg que sont l'absentéisme et le turnover. Et d'ailleurs, les chiffres qu'on a là sont des chiffres qu'on a mis à jour en janvier, mais on a vu les chiffres d'AXA qui sont sortis la semaine dernière, avec un absentéisme qui est 41% supérieur à ce qu'il était en 2019 et qui a encore pris 7% par rapport à l'année dernière, et qui nous donne et AXA nous donne cette statistique: 50% des arrêts longue durée des moins de 40 ans sont liés aux troubles psychiques. Donc ces chiffres ne sont pas du tout déconnants, ils ont même tendance à être croissants. Le turnover, on n'en parle pas, on en parle un petit peu moins, mais c'est une grosse problématique du monde du travail. Mais surtout, la partie immergée de l'iceberg, c'est la baisse de productivité, hein. Je prends souvent cet exemple quand je discute avec des codir. Je leur dis, mais quand le matin, vous avez envie de venir travailler, est-ce que vous êtes plus ou moins productif que quand vous n'avez pas envie de venir travailler? Et parfois, la santé mentale, ça se résume à ça, à cette capacité, ce désir, cette capacité à avoir de l'énergie au travail. Bref, ça, mis bout à bout, ça nous amène, c'est des synthèses d'études que l'on présente: 158 milliards pour la France, 6 000 euros par salarié par an, c'est 5% du PIB total de la France, donc c'est à peu près l'équivalent du déficit, du montant du déficit de l'État, hein. On est à 5,6% du PIB, je crois que c'est l'objectif pour 2025. C'est les coûts de la santé mentale au travail. Et donc c'est bien parce que c'est un enjeu national pour cette année. Sachant que on parle beaucoup de santé mentale, de psychiatrie, on parle de l'enfance. Il faut savoir que sur l'agenda du ministère, la santé mentale au travail, c'est à partir de printemps 2025. Donc on va entendre plus parler de santé mentale au travail à partir du 20 mars, parce que ça arrive très très vite le printemps. Voilà pour poser les choses sur la santé mentale. N'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat, et Clélia m'interrompra. Je vais, avant de lui laisser la parole sur justement la méthode et comment on a construit les choses, vous présenter les 3 objectifs de ce travail.
Le premier objectif, c'était de faire le point. On en est où en France en 2025 concernant la santé mentale des salariés? Euh, Où est le niveau? Où est le curseur? Où est la source? Quelle est l'origine en 2025 des troubles de santé mentale? Et quelles sont ses conséquences? Vous allez voir un petit peu ce qu'on a pu ressortir comme statistiques, c'est très enrichissant. Deuxième sujet, à partir du moment où on a posé le constat, identifier les actions de prévention à mettre en œuvre pour les organisations et être en capacité de mesurer leurs effets. Donc, OK, c'est bien, voilà la situation, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et enfin, les leviers de QVCT. On va revenir un petit peu sur ce qu'est la QVCT, qualité de vie et conditions de travail, mais qu'est-ce que ce terme recouvre finalement, et sur quel levier agir pour une meilleure santé mentale au travail. C'est les trois sujets qu'on a voulu regarder. Ah oui, j'ai dit que j'allais te passer la parole, mais il y a Mathieu avant parce que euh, on l'a pas fait. On a posé ces trois, on s'était posé ces trois objectifs et on a demandé donc à Ipsos, en la personne de Mathieu, de pouvoir nous garantir qu'on allait avoir des résultats qui soient représentatifs de ce qui se passe en France. Exactement. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été regarder les données de l'INSEE, donc de la statistique publique, qui nous donne vraiment tout le détail de la population française et notamment de la population des salariés français. Donc, grâce à l'INSEE, on sait dans la population des salariés français quel est le pourcentage d'hommes, de femmes, quel est le pourcentage des différentes catégories en termes d'âge, quel est le pourcentage des catégories professionnelles, les cadres, les ouvriers, les employés, quel est le pourcentage qui habite dans chaque région, quel est le pourcentage de salariés du public, du privé, etc., etc. Et donc, on a pris cette structure de la population des salariés et on a fait en sorte d'interroger un échantillon qui soit en fait une population des salariés en miniature, avec un échantillon qui est quand même relativement large et important puisqu'il compte 3000 personnes. Dans la plupart des enquêtes, des sondages d'opinion dont vous entendez parler dans les médias, on est plutôt généralement autour de 1000, 1500 personnes. Là, l'objectif de Cali Social, c'était d'avoir des résultats qui soient extrêmement précis au global, mais qui permettent aussi de faire des analyses qui soient précises, qui soient fines et qui soient détaillées auprès de certaines sous-catégories de la population des salariés. Et donc, on peut effectivement, grâce à un échantillon de 3000 salariés, regarder ce que nous disent les salariés de tel ou tel secteur d'activité, ou les salariés qui sont dans telle ou telle situation familiale, ou qui ont tel ou tel niveau de revenu, etc., etc. Et donc, c'est vrai que c'est du coup une étude qui donne beaucoup d'informations et des informations très, très riches. Pour les interroger, ces 3000 personnes, on est passé par la méthode qui est désormais assez classique pour les enquêtes d'opinion, c'est-à-dire du en ligne. On a interrogé ces gens via le panel en ligne d'Ipsos, ce qui est souple et ce qui est une très bonne chose quand on fait des enquêtes auprès de salariés, parce que ça leur permet de répondre un petit peu quand ils le souhaitent, depuis chez eux, sur leur ordinateur ou sur leur smartphone, par exemple dans les transports, etc. Et donc, c'est vrai que ça s'adapte aux différentes catégories de salariés, que vous soyez ouvrier ou cadre, que vous soyez senior ou que vous soyez plus junior, vous pouvez adapter votre réponse au moment qui vous convient le plus, ce qui est moins le cas si on interroge les gens par téléphone ou en face à face, évidemment. Et donc cette enquête, par ailleurs, elle a été réalisée en décembre dernier. Alors on peut se dire, bon, ça fait 2 mois, c'est un peu vieux. En fait, sur ce type de données, sur ce type d'indicateurs, c'est vraiment pas des choses qui vont bouger très rapidement, très fréquemment. Et donc une enquête qui a été réalisée à la fin de l'an dernier, elle est tout à fait valable. Globalement, la perception par les salariés français de la prise en compte de la santé mentale dans leur entreprise et de toutes ces dimensions, c'est pas des choses qui changent du jour au lendemain. Et donc, les résultats qu'on a mesurés en décembre dernier restent évidemment tout à fait valables aujourd'hui. Voilà globalement ce que je pouvais dire. Un grand merci Mathieu. On va passer sur du coup les résultats, hein, ce pourquoi on est tous là, la santé mentale et salariés en 2025, ses causes, conséquences au travail. Peut-être en préambule, Camille, est-ce qu'on peut préciser, il y a une réaction dans le chat, Ouais. que l'usage du terme salarié englobe bien évidemment les agents
la fonction publique et sera sans doute utilisé de manière Abusive. plus privilégiée. Mais bien évidemment, dans les 3000 travailleurs, on va dire, qui ont été interrogés par Ipsos et Calis Social, il y a le secteur privé et le secteur public. Mathieu, hein. Exactement, on a bien veillé à interroger l'ensemble des travailleurs français qui ne sont pas des indépendants. Donc voilà, qu'ils soient dans le secteur privé ou dans le public, tout à fait. Voilà. Merci de la précision. Merci de la précision. Donc, santé mentale des salariés, donc des travailleurs en 2025, ses causes et conséquences au travail. Clélia, Oui. est-ce que tu peux nous parler des résultats? Sûr. Alors, là, on partage le résultat, donc un résultat qui est le résultat qui est pour nous un point du baromètre. On a voulu, à travers ce baromètre, avoir un chiffre qui nous permet d'identifier les salariés et leur santé mentale. Et donc, c'est de l'auto-déclaration, bien évidemment, de à quel point, la question, c'est de manière générale, comment vous évaluez votre santé mentale. Donc, tout ce qui est écrit entre parenthèses, c'était les sensations de stress liées à l'anxiété, les tendances plutôt dépressives, voire même les pathologies et les psychopathologies qui peuvent dégrader donc, la santé mentale. Et on voit donc, en 2025, on a un salarié sur 4 qui se déclare en mauvaise santé mentale, donc qui estime que sa santé mentale est dégradée. Et cette situation, elle est plutôt stable puisque nous avons fait un baromètre l'année dernière, on a posé cette question et on voit que on reste avec un niveau de santé mentale, donc c'est un salarié sur 4 qui estime que sa santé mentale, elle est pas très bonne. Et sur quoi on doit travailler, c'est ces chiffres-là. Et Clélia, on avait le chiffre stagne, alors que si on compare avec les statistiques qu'on avait avant la Covid, on a 2 fois plus de salariés aujourd'hui qui s'estiment en mauvaise santé mentale qu'avant la Covid. Les études qu'on avait avant la Covid montraient globalement un score 2 fois inférieur. Donc on s'attendait en 2025 à ce que ça s'améliore. Voilà, que depuis la Covid, ça redescende. Et finalement, ce que l'on constate, et c'est ce qu'on voit aussi dans les baromètres AXA sur l'absentéisme, alors qu'on s'attend à ce que ça s'améliore, que ça revienne à la normale, c'est-à-dire aux statistiques qu'on avait avant Covid, eh bien finalement, ce n'est pas le cas. On a des statistiques qui restent à des niveaux très très élevés d'une personne sur 4 aujourd'hui qui s'estime dans cette configuration. Les secteurs d'activité. Donc, les secteurs d'activité, a priori, le son n'est pas idéal. On va essayer de coloquer un micro pour que vous m'entendiez un peu mieux. Voilà, donc les secteurs d'activité. Ce qui était intéressant pour nous, c'était vraiment de pouvoir veiller à ce que ce baromètre puisse répondre à une question que les organisations se posent souvent en se disant oui, mais moi, dans mon secteur d'activité, j'ai des particularités, j'ai un contexte, j'ai des métiers très différents. Et donc, j'ai besoin de savoir comment je me situe, comment les salariés se situent en regard de leur santé mentale en fonction du secteur d'activité. Donc, on a tout simplement pris les secteurs officiels de l'INSEE et on a présenté ces résultats-là de manière découpée par secteur d'activité. Donc, on voit évidemment que on n'a pas les mêmes résultats, on a des tendances qui sont similaires, mais on a des secteurs d'activité qui pourraient être plus touchés que d'autres, avec des hypothèses qui peuvent s'attacher à chacun des secteurs d'activité. Camille, tu peux commenter? Oui. Qu'est-ce que nos dirigeants nous disent? En fait, nous, ce qu'on constate, c'est qu'on a des choses qui sont assez attendues, avec des secteurs qui sont historiquement en mauvaise santé mentale. Je pense au médico-social, historiquement, qui est tout en bas du classement, l'hébergement médico-social et l'action sociale. C'est usuel. Les autres secteurs sur lesquels on a des statistiques qui sont systématiquement
moins bonne, c'est tout ce qui va être secteur public, donc l'administration publique qu'on a juste là. L'enseignement aussi fait partie des secteurs, donc ils sont plutôt dans le bas du classement. Là où on a des nouveautés, c'est l'hébergement, restauration et le commerce, qui usuellement étaient des secteurs d'activité dans lesquels il y avait une bonne santé mentale qui descendent. Ça, on interprète que c'est directement lié à la situation économique de ces secteurs d'activité qui souffrent énormément, d'abord qui ont souffert du Covid, mais sur lesquels il y a eu une reprise beaucoup moins bonne de ce qu'on avait par rapport à ce secteur d'activité vivait auparavant. Et on a quand même des secteurs qui sont très résilients, l'industrie par exemple et la construction, qui sont aussi des secteurs qui souffrent, pourtant qui restent des secteurs dans lesquels la santé mentale est bonne. C'est une très bonne, très forte résilience. On estime cette résilience justement à la capacité de maîtriser le travail que l'on construit, le travail fini, hein, c'est cette capacité à voir ce que l'on fait. Voilà. Là, on a des étonnements, ça va être au niveau de l'information et de la communication. On a quand même un score qui est pas très bon, avec 28% des salariés qui se déclarent en mauvaise santé mentale. Les secteurs d'activité, on a regardé aussi sur les catégories, directement sur les Oui. catégories de salariés hein, qui sont touchés par une mauvaise santé mentale. Et là, qu'est-ce qu'on trouve, Clélia? Alors, simplement pour répondre à une question, on n'a pas de chiffres qui concernent l'enseignement supérieur. On a vraiment pris les grands secteurs d'activité et donc on n'a pas forcément euh, voilà, les sous-dimensions. Pour répondre à votre question, Ahmed. Donc, les résultats, quand on vient regarder les résultats concernant les différentes catégories socioprofessionnelles, donc on a pris les catégories qu'on vient sonder de manière habituelle. Hein, donc, est-ce que l'âge influe? Est-ce que le fait d'être un homme ou une femme influe? La composition du foyer aussi. Donc, on voit que la charge en lien avec la parentalité vient affecter plutôt négativement l'autodéclaration de l'état de santé mentale. On voit aussi qu'une situation physique, de santé physique, donc soit être en situation de handicap ou avoir des problématiques de maladies chroniques, vient dégrader la santé mentale. On a aussi très clairement un impact du genre, donc être une femme aujourd'hui encore va amener à se déclarer en santé mentale plus dégradée qu'un homme. Donc, on peut toujours trouver des hypothèses, mais en tout cas, c'est l'état de fait. Le temps partiel également, donc être en temps partiel et peut-être avoir une tâche à côté qui va créer de l'interruption, ou en tout cas de la gestion ou de la précarité aussi, tout simplement, dégrade les chiffres de santé mentale. Et le télétravail. On a posé la question du télétravail. On s'aperçoit, somme toute, que les salariés qui ont accès au télétravail, les travailleurs qui ont accès au télétravail sont en meilleure santé mentale. C'est protecteur. Voilà, c'est un facteur protecteur. Et on a un pic à 2 jours par semaine. Ça redescend à 3 jours par semaine et plus. Voilà. Et ça, on estime que ce pic à 2 jours par semaine est lié au fait que le télétravail massif risque de provoquer l'isolement. On a ces effets négatifs du télétravail et que donc il y a un équilibre entre le présentiel et le facteur social finalement du travail et la capacité à avoir une vie plus équilibrée avec la possibilité de rester à son domicile pour travailler directement plutôt que d'avoir des temps de transport, des complexités, des aménagements, etc. Même chose sur les tailles d'entreprise, surprise. Enfin, surprise, oui, non, parce que finalement, on a la problématique, enfin, on le voit depuis tout temps, mais c'est les PME dans lesquelles il fait mieux vivre. Hein. La TPE à moins de 10 salariés, on est un peu en dessous. La PME, on est au-dessus. Et c'est les grandes entreprises qui sont les entreprises dans lesquelles finalement on a le moins de santé mentale. Je vois qu'il y avait des questions, Clélia, sur, Oui, sur j'ai vu, tac, tac, tac. des questions notamment avec le fait est-ce qu'on a rapproché nos chiffres avec d'autres enquêtes plutôt au niveau international, des questions concernant le genre aussi. Et des hypothèses, donc partagez aussi vos hypothèses. Hein, donc, étant donné qu'en général les hommes déclarent moins de mauvaise santé et que ces domaines sont plus masculinisés, on peut faire le lien entre les résultats du secteur de la construction qui sont soudés. En tout cas, il y a plus d'hommes. Voilà, il y a plus d'hommes et ça peut être très lié, tout à fait.
Est-ce qu'on croise ces résultats avec les métiers exercés? Ouais. Alors, je vais répondre. Il y a une question sur la question de l'international, Oui, parce que je suis allé regarder justement ce qui se faisait et ce qui se passait à l'international, et notamment l'année dernière lors de la préparation du G20 au Brésil. oui, En fait, la Covid a eu le même effet dans tous les pays du monde. Là-dessus, il n'y a pas du tout. Dans les exemples, on a le Brésil évidemment, mais j'avais l'Australie, l'Arabie Saoudite, qui peut paraître très en recul sur le sujet, sur lesquels il y a eu un choc très très fort de santé mentale causé par la Covid. Et ce que le reste, donc dans chaque pays, le rapport à la santé mentale est différent. C'est une organisation, des tabous qui ne sont pas les mêmes. Et donc, le modèle français est spécifique. Euh, il y a une autre question que j'ai vu passer, c'est il y a un impact, la Covid a-t-il eu un impact durable sur la santé mentale? C'est pas comme ça qu'on interprète les choses. C'est pas comme si on chope une maladie et elle reste longtemps. En fait, c'est que la Covid a provoqué deux choses. Un choc psychotraumatique, hein, donc la confrontation à une mort collective, qui provoque une recherche de sens. Quand je me rappelle que en fait la vie va se terminer par la mort, je me demande à quoi ça sert hein, de vivre. Et donc c'est le principe du traumatisme hein, avec une grosse remise en question. Et donc il y a potentiellement la Covid a provoqué une recherche de sens globale finalement de toute la population. Donc un réalignement de à quoi ça sert de vivre, pourquoi je vis, cumulé à une désorganisation totale de l'économie mondiale, des modes de consommation, et donc la nécessité à tous les métiers de devoir se réinventer. Et donc aujourd'hui, on est dans cette quête de sens, de la création d'un nouveau monde, dans un monde qui est énormément challengé, qui change énormément. Et ces deux facteurs cumulés provoquent que, effectivement, en fait, on ne redevient pas comme avant, on est plutôt dans une phase de recherche de quel sera le monde de demain dans lequel on sera stabilisé. Et en attendant, eh ben, on stresse, on est anxieux, on a des tendances dépressives, on se demande à quoi ça sert de vivre. Et ce serait plutôt ce facteur-là qui explique les choses. peut-être que Mathieu, si tu peux, il y a une question qui est intéressante sur la représentativité de ces résultats. Est-ce qu'on peut, alors le focus et la question portée sur le télétravail, mais en fonction du nombre de répondants, dans quelle mesure, avec ce type d'études, on peut généraliser et on peut en tirer des conclusions sur lesquelles, en tant que décideur, en tant qu'acteur de la santé mentale au travail, on peut s'appuyer pour prendre des décisions et mettre en place des plans d'action efficaces. Qu'est-ce qui fait qu'on peut s'appuyer sur ces chiffres-là? Bah, on peut s'appuyer parce qu'on a réalisé une enquête, donc comme je le disais tout à l'heure, auprès d'un échantillon représentatif, et tout simplement, les lois statistiques, en fait, font qu'on peut extrapoler ces résultats à l'ensemble de la population française. Et donc, je crois que la question portait, par exemple, sur notamment la question du télétravail. Est-ce que Oui, finalement, quand on est sur des sous-échantillons, le nombre de salariés qui travaillent, qui sont en télétravail 3 jours ou 2 jours ou un jour par semaine ou moins souvent ou jamais, est-ce que finalement c'est valable? Est-ce que c'est solide? Alors, ça dépend. En fait, on regarde effectivement le nombre de répondants dans chacune de ces sous-catégories. Quel est le nombre de répondants qui nous ont dit qu'ils télétravaillaient 3 jours ou 2 jours par semaine pour pouvoir savoir si les différences par rapport à l'ensemble de l'échantillon, elles sont significatives. Mais de toute façon, on le voit très bien là sur le petit graphique quand on se concentre sur ce que ça donne selon la fréquence du télétravail. Il y a quand même une progression qui est très régulière. Quand vous ne faites jamais de télétravail, et ça concerne énormément de salariés, évidemment, il y a énormément de professions dans lesquelles le télétravail, il est soit impossible de toute façon, dans beaucoup de professions, dans l'industrie, dans les services aussi, ça n'est pas possible. Et donc, ça concerne beaucoup de gens. Et là, on est à un niveau de santé mentale auto-perçu, en tout cas, qui est inférieur à la moyenne. Et plus vous avez du télétravail, plus ces niveaux, au contraire, deviennent peu à peu supérieurs à la moyenne. Donc oui, là, l'enquête, elle permet clairement de dire que le télétravail joue un rôle. Après, évidemment, il faut comprendre ce qu'il y a derrière, il faut comprendre ce que ça veut dire, pourquoi le télétravail joue un rôle, mais en tout cas, elle permet de l'établir de manière claire. Hmm. Certains clients nous avaient posé la question, des grandes entreprises qui ont beaucoup communiqué d'ailleurs sur la fin du télétravail, nous ont posé la question du lien entre le télétravail et la santé mentale. Et c'est mon interprétation, c'est ma croyance, c'est que dans la construction d'un monde nouveau, le télétravail
dans la mesure où il est possible, fera partie de ce nouveau monde et que le retour en arrière du télétravail n'a pas de sens pour la productivité, pour la santé mentale des individus. Mais on va le voir tout à l'heure sur la productivité, on va avancer parce qu'on a pas mal de choses à raconter qui sont aussi très riches. Voilà. Il y a un point, on utilise cet indicateur de l'auto-évaluation, l'autodéclaration. On l'a quand même vérifié que ça avait de la valeur. C'est-à-dire qu'il y a différentes manières de mesurer la bonne santé mentale d'un individu. Vous avez des méthodes avec beaucoup de questions qui vont notamment explorer les champs qui sont présentés ici, hein, l'équilibre émotionnel, la capacité de rebond, la confiance en l'avenir, la connaissance et l'estime de soi, la capacité à gérer ses troubles psychiques. Donc 5 facteurs. Globalement, si vous êtes plutôt bon sur ces 5 facteurs, il y a une très très forte probabilité que vous soyez en bonne santé mentale. Donc il y a des méthodes très longues et puis il y a des méthodes très rapides. La méthode très longue, c'est 50 questions. La méthode très rapide, c'est comment estimez-vous votre santé mentale. Et vous vous apercevez qu'en posant 50 questions ou une question, vous aboutissez globalement au même résultat. Alors, 50 questions, c'est intéressant parce qu'on peut vraiment affiner, aller chercher, mais c'est plus un travail individuel. Mais on a voulu vérifier que l'autodéclaration était représentative de la réalité. C'est ce qu'on a fait. On a les mêmes résultats en fonction du volume de questions qu'on pose. Et donc, on reste sur cet indicateur unique qui est comment les gens estiment leur santé mentale. Et on le fait à dessein aussi, parce que la meilleure technique pour améliorer la santé mentale au travail dans son organisation, au sein de son équipe, c'est de demander aux gens comment ils vont sincèrement. Et parfois, ces méthodes ultra simples, on les oublie un petit peu, mais c'est vraiment la clé. Comment ça va? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Comment je peux interpréter? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne va pas? Etc. Et comment on peut améliorer notre organisation de travail de manière à favoriser la bonne santé mentale. Je ferme ma parenthèse et justement Les résultats suivants. Donc, la partie un peu détaillée sur quels sont les facteurs qui génèrent le plus de mauvaise santé mentale en 2025 sur l'ensemble des facteurs clés. Notre baromètre, il a intégré donc, des questions sur ces piliers là que vous voyez, donc l'équilibre émotionnel, la capacité de rebond, la confiance en l'avenir, la confiance, l'estime de soi et la capacité d'agir face aux aléas de la vie. On a pris le choix de focaliser sur ces ressources, ce qu'on appelle en fait des ressources psychologiques, pour mesurer, pour rendre compte de ce qui était favorable à la préservation. Il y avait une question sur les facteurs de protection. Donc, qu'est-ce qui pouvait préserver, créer un équilibre dans la santé mentale de tout un chacun. Et on se rend compte que le pilier, grâce à cette étude, que le pilier qui compte plus de 4 fois plus que les autres, hein, c'est la confiance dans l'avenir. Donc, la capacité, c'est une ressource finalement intérieure qui agit, qui est en lien en fait avec l'autodéclaration de l'état de santé mentale. Plus on est confiant dans l'avenir, dans le fait qu'on peut régler au quotidien les aléas futurs de sa propre vie et de son entourage, de sa vie professionnelle également, plus on se déclare en bonne santé mentale. Et ça aussi, les autres, on le voit de manière un peu moindre, mais on voit que ces autres ressources-là, ça nous a permis vraiment de montrer qu'en travaillant sur ces ressources-là, on peut développer une meilleure santé mentale. Et là, il y a peut-être une spécificité française. Il y a Dugas, qui est toujours en vie d'ailleurs, qui est un psychologue-chercheur canadien, qui a travaillé sur la tolérance à l'incertitude et qui dit que globalement, la tolérance à l'incertitude, c'est une compétence qui se travaille. Et quand on fait, il a créé un questionnaire d'évaluation de la tolérance à l'incertitude. D'ailleurs, on le retrouve sur Calicare pour ceux qui ont Calicare, qui ont nos outils dans leurs organisations. Vous avez cet outil qui permet de mesurer votre niveau de tolérance à l'incertitude. Et en fait, les Français ont une faible tolérance à l'incertitude. Je prends en comparaison le Brésil qui a 27 États qui sont jamais d'accord, qui se retrouvent avec de l'inflation, mais ça n'a rien à voir avec l'inflation française. Parfois, ils ont 80% d'inflation par mois. Pas par an, par mois, je vous laisse imaginer. Ça veut dire que votre baguette, elle a doublé de prix en l'espace d'un mois et ensuite, elle va rediviser son prix par 2 le mois d'après. Où les Brésiliens, le soir, achètent des choses parce que du pain a une valeur plus stable que de la monnaie. Voilà, c'est vraiment les exemples. Donc, la capacité à prévoir l'avenir est complètement impossible. Et ils ont une très forte tolérance à l'incertitude et donc ils sont beaucoup moins affectés par cette situation actuelle de forte incertitude sur l'avenir
que nous, Français, avons avec des taux fixes, avec beaucoup de garanties dans notre vie. Finalement, on a un pays très, très stable et c'est d'ailleurs notre force. Mais ça a quelques inconvénients, notamment sur ces sujets. Il y a une question par rapport à ces piliers. Pourquoi ces piliers-là? Comment on les a sélectionnés? Donc, c'est dans la phase préparatoire de notre baromètre. On a fait des recherches tout simplement dans la littérature, donc notamment canadienne, qui est assez avancée sur cette approche-là hein, de gestion de la santé mentale. Et donc, on a concaténé finalement plusieurs, il y a également des échelles qui évaluent différentes dimensions et des papiers donc, scientifiques qui ont montré certains liens. Et on a fait le choix finalement de sélectionner ces ressources-là qui sont non exhaustives, hein, bien évidemment. On pourrait rajouter plusieurs autres ressources, mais qui, au-delà de tout ce qui existe, nous a semblé majeur dans les recherches qu'on a pu lire. Et l'année dernière, on avait utilisé l'échelle de satisfaction de la vie De l'OMS. de l'OMS qui apporte les mêmes résultats. Donc, c'est un sujet, voilà, Et on aurait vous avez plusieurs méthodes de mesure, mais qui vous apportent les mêmes résultats. On aurait pu avoir l'achat des... Pour avancer sur avançons. le contenu, là, on est venu regarder le lien entre des items de productivité, de performance au travail, de performance durable au travail et la perception de la santé mentale, enfin, et la santé mentale de l'individu. On a regardé la capacité de l'individu à avoir une bonne concentration. On a regardé la propension à regarder son entreprise, sa structure, son engagement, son énergie au travail, son dévouement, son application. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En fait, vous avez un lien direct entre cette capacité à adresser les enjeux du travail et l'état de santé mentale dans lequel nous nous trouvons. Alors, on enfonce des portes ouvertes parce que la définition de la santé mentale dit que la santé mentale, c'est l'état de bien-être qui permet, tout ce que j'ai cité tout à l'heure, d'agir. Néanmoins, voilà, c'est intéressant de mettre des chiffres face à une définition pour prouver que la définition, c'est bien la bonne, parce qu'on se retrouve quand même en France, moi je dois démontrer beaucoup ces sujets et c'est OK, c'est notre job de sensibiliser. Mais là, on voit qu'effectivement, si tu as des gens en assez très bonne santé mentale, tu te retrouves avec des gens qui ont une très bonne capacité de concentration versus ceux qui n'ont pas une bonne santé mentale. Et donc, travailler sur cet enjeu de santé mentale va avoir des effets directs sur la capacité de productivité, de performance, de qualité de travail des personnes au sein de l'organisation. Voilà, ça, c'est les chiffres à retenir. On a aujourd'hui un Français sur 4 qui se déclare être en mauvaise santé mentale et les études montrent qu'on est sur ces ratios de la mauvaise santé mentale. La confiance en l'avenir est le point le plus pénalisant pour les Français en 2025. Et sur une personne sur 4, il y a 3 personnes sur 4, les gens en bonne santé mentale ont 2,4 fois plus de capacité de concentration, 39% d'engagement au travail, et j'en passe. Tous les chiffres vont dans le même sens. Nos participants posent la transition parfaite en disant maintenant qu'on a toutes ces données, qu'est-ce qu'on fait? Alors il y a qu'est-ce qu'on fait et il y a aussi mais qu'est-ce qui relève du travail précisément? C'est parfaitement, c'est nos indicateurs de QVCT. Oui, c'est la suite de notre baromètre. Après, il y a une question qui est est-ce que c'est pro, est-ce que c'est perso, d'où ça vient? On peut l'entendre comme ça. Il n'y a pas d'origine. Il y a un ensemble de facteurs. Il y a pas la santé mentale, c'est pas binaire entre soit c'est pro, soit c'est perso. C'est tous les facteurs autour de nous qui vont agir sur notre santé mentale. Il y a un point qui est très important, qu'on dit beaucoup dans les entreprises publiques et privées. En fait, peu importe, parce que quelqu'un qui est en mauvaise santé mentale n'a pas de capacité d'agir. Donc, peu importe l'origine, en fait, c'est juste que ne pas adresser le sujet, c'est vraiment passer à côté de son rôle. C'est comme quelqu'un qui n'a pas les compétences à adresser le nouveau logiciel. Si tu regardes, tu constates qu'il n'est pas au niveau et que tu dis c'est de sa faute, tu t'améliores jamais ton organisation de travail. Donc, l'enjeu, il n'est pas de se focaliser sur d'où ça vient. L'enjeu, il est de se focaliser sur comment on adresse le sujet. D'ailleurs, c'est cette transition. Alors, première chose, on a demandé aux gens ce qu'ils avaient au sein de leur organisation comme mesure de prévention par rapport à tout ce qu'on connaît. L'INRS, l'ANACT, AGI préconise énormément de choses. Nous, on fait ça, on a accompagné plus de 1000 organisations chez Cali Social, donc on a testé énormément de choses. Et puis, on est laboratoire de nos clients, donc on met les choses chez nous, on voit ce qui marche, ce qui ne sert à rien,
pour être en amélioration continue. On a demandé aux gens ce qu'ils avaient au sein de leur organisation. On s'aperçoit qu'il y a 39% des travailleurs français qui ont une absence de prévention. 38%, ce qu'on a appelé une prévention minimale, on avait une ou deux actions, et lorsqu'on avait de la prévention primaire, secondaire et tertiaire, donc agir sur les causes, faire des actions de sensibilisation pour faire de la pédagogie, éduquer sur les enjeux de santé mentale et de la prévention tertiaire, donc mettre en place des ressources pour ce que lorsque ça va mal, bénéficier d'un accompagnement, c'est ce qu'on appelle un dispositif de prévention complet, c'est 23% des salariés français. C'est une excellente nouvelle parce que c'est beaucoup plus qu'avant, et notamment qu'avant la Covid. En revanche, ça veut dire qu'il y a quand même 77% des travailleurs qui n'ont pas accès à basique de la recommandation. Et on est venu regarder aussi s'il y avait des variations entre les secteurs d'activité. Bon, là, on a vraiment la taille d'entreprise va jouer énormément parce que le service au particulier, on a majoritairement des TPE et on verra tout à l'heure que les TPE sont beaucoup moins équipés. L'hébergement médico-social, qui est le secteur qui a la moins bonne santé mentale et le secteur qui est le mieux équipé, c'est logique, c'est la confrontation à la souffrance, c'est très très pris en compte, il y a beaucoup de dispositifs, ça ne suffit pas, mais c'est nécessaire pour que ce métier fonctionne. Information et communication qui est très équipé, et voilà, on retrouve tous les secteurs d'activité. Même chose, administration, là où on a voilà, des conclusions faciles, c'est administration publique, enseignement, on a une mauvaise santé mentale, on a un mauvais équipement. C'est un sujet et on en fait, on porte le flambeau. Nous, on porte la recommandation que l'administration publique doit prendre soin, prendre soin de ses agents. Voilà. Donc, on va regarder, l'Île-de-France est plus équipée que le reste de la France. Là où on a une petite variété, différence par rapport à ce qu'on s'attendait, c'est que les grandes entreprises, en fait, on a un taux d'équipement qui est plus faible que les ETI, ce qui est faux, hein, objectivement. Nous, on accompagne plein d'ETI, plein de grandes entreprises. C'est faux, les grandes entreprises sont mieux équipées. En revanche, les salariés ne voient pas l'équipement des grandes entreprises. Donc, ça pose aussi la question de comment je communique, comment je l'intègre à ma stratégie. Voilà. Et donc, il ne suffit pas de mettre en place des choses, il faut intégrer, il faut que ça s'intègre à la stratégie de l'entreprise. Ça soit connu. Il faut que ce soit connu. Et on a demandé aux gens si ça avait servi à quelque chose. C'est très bête comme question, mais on leur a demandé véritablement si ça avait été utile, ces mesures de prévention. Et en fait, dès lors qu'on a les travailleurs qui sont confrontés à un plan de prévention complet, qui ont accès à un plan de prévention complet, il y a 83% qui estiment que ça a permis une amélioration de la santé mentale. Donc ça les a aidés, eux, à avoir une meilleure santé mentale. Et je trouve ce chiffre extrêmement éloquent. Je m'attendais vraiment à beaucoup moins. Ça descend à 40% quand on a un plan de prévention minimal, où là, on a que 4 personnes sur 10 qui estiment que ça a été utile. C'est déjà très bien 40%, parce que ça veut dire que 4 situations sur 10 ont été accompagnées, mais 83%, ça montre véritablement que la démarche de prévention complète, elle est nécessaire, et on a encore aujourd'hui un enjeu fort au sein de nos organisations de travail à avoir une approche complète de prévention et pas seulement sur un ou deux des axes de prévention. Vous nous connaissez, tant qu'on a des statistiques, on pousse, on est allé regarder s'il y avait entre les facteurs de santé mentale, les facteurs de productivité, s'il y avait un lien entre une organisation qui ne met pas de mesures de prévention versus celle qui a un plan de prévention complet, si on avait des impacts finalement sur tous ces items, donc la capacité de concentration, le nombre de salariés en bonne santé mentale, l'engagement au travail, l'énergie au travail, le dévouement, l'implication. Les chiffres sont éloquents et ça montre le ROI. Souvent, on entend parler de 1 euro investi en rapporte 10, etc. Et on ne sait pas d'où ça vient. Voilà, ces statistiques viennent conforter le fait que agir pour la prévention des risques psychosociaux, ça a des résultats. Voilà, tout simplement. Ça, c'était pour la prévention des risques psychosociaux, hein, comment les entreprises sont équipées et est-ce que ça sert à quelque chose? Et on est allé sur le management de la QVCT, on l'a appelé comme ça. Le travail, les conditions de travail, sans effectivement rentrer dans la causalité, de se dire est-ce que c'est pro, est-ce que c'est perso, mais en tout cas, quand on fait le focus et qu'on se demande quelles sont les conditions de travail dans lesquelles les répondants, donc les salariés français, les agents français exercent leur métier,
comment ces conditions-là agissent dans un sens ou dans un autre sur la santé mentale. On a utilisé, Le modèle de l'ANACT. Donc c'est un institut reconnu avec l'INRS sur ces questions et qui donne des guidelines, des fiches vraiment récap de ce qu'il faut aller explorer quand on parle de conditions de travail. Il y a 6 domaines majeurs que vous avez là. Donc il y a les relations de travail, le management, l'égalité pour tous, les compétences et le parcours professionnel, la carrière, tout ce qui englobe la santé au travail et bien évidemment le contenu. Donc est-ce que je suis plus ou moins autonome? Est-ce que j'ai beaucoup de travail? Dans quelles conditions j'exerce ce travail? est-ce que je me sens utile? Est-ce que j'apprends? Les valeurs, exactement. Ouais, vous les avez là, on va pas tous les regarder, mais comme on vous On a l'a dit, exploré, voilà. on va vous transmettre les supports à tous les participants et il y aura une rediffusion, le replay sera disponible. Voilà les 54 sous-items de la QVCT qu'on a utilisés. Une démarche de QVCT, on a parlé de management de la QVCT. Je vois qu'il y avait une question, comment on peut agir concrètement pour les RPS. Donc, c'est la réponse. Ça va y répondre en partie. Parce qu'il y a, c'est un processus. Il faut différencier prévention des risques psychosociaux. Donc là, on va éviter les troubles psychiques, le stress, l'anxiété, la dépression, de la démarche de QVCT où on va chercher à favoriser une bonne santé mentale. Les deux sont liés. Quand il y a une bonne santé mentale, il y a moins de troubles psychiques. Quand il y a plus de troubles psychiques, il y a une moins bonne santé mentale. Donc, en fait, il ne faut pas choisir. Il faut à la fois travailler ses conditions de travail via une démarche de QVCT. C'est comme ça qu'on l'appelle en France. Ça peut porter d'autres noms dans d'autres pays. Et il faut prévenir les risques psychosociaux. C'est un enjeu de santé. Lorsqu'il y a un problème, il faut agir pour éviter les dégâts sur la santé de l'individu. Pour manager, enfin faire une démarche d'amélioration de la QVCT, c'est un modèle cyclique. On évalue le vécu des salariés. Donc, on ne demande pas aux gens, on n'évalue pas ce qu'on a mis en place, on demande aux gens comment ça va. Je prends souvent cette anecdote de quand vous invitez des gens à dîner, l'enjeu, c'est pas ce que vous avez préparé à manger, l'enjeu, c'est finalement est-ce qu'ils ont passé une bonne soirée. Il ne faut pas confondre les moyens et le résultat. Sur la QVCT, sur la santé mentale, ce qui marche, c'est le résultat. Ce n'est pas tous les efforts que. Et moi, je suis chef d'entreprise, je suis manager, je peux vous dire, je mets des efforts et parfois je suis frustré parce que je n'ai pas de résultat. Eh ben, je ravale ma salive et je me dis, Camille, c'est pas grave, focalise-toi sur le résultat, c'est ça qui compte. Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu as des amis au travail, etc. Donc, c'est le vécu du salarié qui compte et c'est ça qu'il faut améliorer, pas mettre des baby-foot, mettre du télétravail parce qu'on dit que c'est bien, ou etc. Ça, c'est le moyen. C'est le résultat qui est important. Une fois qu'on a évalué le vécu, on identifie donc immédiatement sur quoi il faut agir pour avoir des résultats, toujours en posant la question. Et derrière, on déploie son plan d'action, on mesure les effets et l'impact du plan d'action. Est-ce que ça, souvent, on saute cette étape, elle est prioritaire parce qu'il faut savoir fermer un dossier qu'on a ouvert parce que ça ne marche pas. Et comment, si tu peux donner un exemple de comment une organisation peut mesurer justement, c'est une question, les impacts. On a les indicateurs RPF. Alors, il y a plusieurs méthodes. Vous avez des indicateurs barométriques, donc le score, le nombre de personnes en bonne santé mentale, le score d'engagement, donc ça, on va parler de performance durable, le score de QVCT, donc en fait là, on vous présente des statistiques, mais on sait faire un score de QVCT aujourd'hui, donc ça, c'est les indicateurs barométriques. Après, le problème, c'est que la température, quand vous prenez votre température, ça peut monter, ça peut descendre en fonction de différents facteurs. Et là, ce qui est intéressant, c'est d'aller directement interroger les gens sur les différents facteurs pour identifier tout de suite sur lesquels agir. Et nous, ce qu'on fait en tout cas qui marche bien, c'est on fait des stats et on présente les résultats aux salariés, on leur demande pourquoi ce score est arrivé dans le rouge, pourquoi celui-ci est dans le vert, et les gens racontent des situations de travail très concrètes. Et ensuite, nous, notre job, c'est d'aller les présenter au management, leur dire, voilà les situations de travail qui occasionnent une mauvaise QVCT sur lesquelles agir. Voilà. Et après, le plan d'action se met en place. On a énormément de situations parce qu'en fait, c'est très organisationnel un plan d'action. Hein. Ce n'est pas mettre en place quelque chose, c'est comment on adapte l'organisation du travail par rapport aux contraintes de l'environnement de l'entreprise. Donc, par exemple, hier, Trump a annoncé 25% de taxes sur l'acier et l'aluminium. Je peux vous assurer que ArcelorMittal et les autres sociétés qui font de l'aluminium sont en ce moment très, très concernées par le sujet. OK, ça c'est une contrainte, on ne peut rien y faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cette situation et comment on travaille ensemble de manière d'adresser la situation? C'est ça qui compte. On avance. Alors, on a demandé aux gens, est-ce que c'était important pour eux? Déjà, ça progresse. 91% des travailleurs estiment que c'est un sujet important ou prioritaire.
C'est plus 3 par rapport à l'année dernière. Donc, le sujet prend de la place, hein. Les travailleurs estiment que c'est un enjeu important et prioritaire pour les employeurs. Pour le gouvernement, on a posé la question, est-ce que le gouvernement doit se saisir du sujet? Le niveau est moindre, hein, on descend à 81%, ça progresse aussi. Mais on voit somme toute que les travailleurs même s'attendent que ce soit un sujet de l'employeur avant d'être un sujet du gouvernement. Et on a regardé les scores de QVCT. Alors, on n'a pas présenté ces chiffres parce qu'ils ne sont pas parlants, mais on a voulu montrer très mauvais, assez bon, très bon, les scores de QVCT dans l'entreprise. On a regardé s'ils avaient un lien avec le travail. La réponse est oui. Il y a un lien direct. Quand le salarié vit une bonne QVCT, il est plus concentré, il a plus d'énergie, il est plus dévoué à son travail, il est plus impliqué, il est plus engagé. Voilà, il n'y a pas de grande surprise, mais les chiffres viennent mesurer finalement à quel point ça a de l'importance. Le plus 64% de salariés en bonne santé mentale lorsqu'il y a une très bonne QVCT ou une assez bonne QVCT par rapport à lorsqu'il y a une très mauvaise QVCT dans l'entreprise, il est assez éloquent. Si on veut améliorer la santé mentale, en travaillant la QVCT, ça marche. Et on a vu tout à l'heure que la santé mentale était corrélée à l'engagement des salariés. Si on veut améliorer l'engagement des salariés, on fait de la QVCT, ça marche. Focaliser sur ce que vit le salarié, une fois de plus, hein. Et on a regardé les facteurs prioritaires, les piliers de la QVCT à prioriser en 2025. Alors, on a 54 items, on les a regroupés en grandes familles, hein, les 6 grandes familles que Clélia a présentées tout à l'heure. Les priorités des salariés, c'est aujourd'hui le sentiment de sécurité qui arrive en numéro 1. Avec l'incertitude Très en lien avec l'incertitude, quand vous avez peur de l'avenir, vous avez besoin d'avoir le sentiment d'être protégé face à cette situation. Et une fois de plus, hein, c'est le sentiment qui compte, c'est pas la qualité des gants de manutention, c'est est-ce que les gants que je porte me permettent de me sentir en sécurité quand je fais mon travail? Est-ce que quand je viens et que je me retrouve quand je suis consultant et que je dois intervenir sur 3 clients à la fois, la manière dont je vis les choses est importante pour mon employeur, pour mon manager? Est-ce qu'il s'en fiche ou est-ce qu'il se soucie de ma santé? Est-ce qu'il va faire des choses? Est-ce qu'il va se lever le matin en pensant à moi, ce que je vis et à chercher à m'aider? Je présente 2 exemples de secteurs différents pour bien matérialiser que ce qui compte, c'est beaucoup plus le sentiment que les moyens. Parce que souvent, les gens ça va générer des tensions. De dire oui, mais j'ai mis ça en place, oui, mais non, mais ça suffit pas. C'est pas le sujet. En fait, c'est qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Et ça, ce ratio-là, en fait, on s'aperçoit qu'on avait 27% des travailleurs qui n'étaient pas satisfaits du sentiment de sécurité au travail. En 2024, on est monté à 32%. Donc là, on a quelque chose qui augmente fortement. On a gagné 5 points. C'est énorme d'une année sur l'autre. Et c'est un sujet où quand on compare ceux qui le vivent par rapport à ceux qui ne le vivent pas, hein, un sentiment de sécurité, on a plus 50% de salariés en bonne santé mentale lorsqu'ils vivent un sentiment de sécurité au travail. Donc, enjeu prioritaire. Deuxième enjeu prioritaire pour améliorer la QSCT. Donc, on n'est que sur des items d'organisation du travail, de leadership, de management. Voilà, tout à l'heure, il y avait les mesures de prévention des risques psychosociaux, primaire, secondaire, tertiaire. Là, on est plutôt sur comment j'organise le travail. Le deuxième, c'est le travail réel. Le deuxième item, celui-là, il était déjà là, c'est les relations au travail, l'ambiance au travail. Premier outil du travail, c'est de rencontrer des gens. On passe plus de temps au travail qu'ailleurs. Il ne faut pas oublier que le travail, c'est un lieu de socialisation. C'est pour ça que le tout télétravail n'est pas recommandé de prime abord parce qu'elle augmente le risque d'isoler l'individu d'un collectif. Et ça, c'est mauvais pour la santé mentale. L'ambiance, de tout temps, ça a toujours été un vecteur de qualité de vie au travail, de santé mentale et de productivité. Ça l'est encore plus vrai aujourd'hui. On passe de 28% de pas satisfaits en 2024 à 31%. Ça augmente et c'est une priorité des salariés et ça a un impact sur la santé mentale, plus 60%. Et le troisième item qu'on voulait mettre en avant, c'est la troisième priorité selon les salariés. C'est l'organisation du travail et des tâches au quotidien. Est-ce que je me sens efficace? Est-ce que l'organisation est claire? Est-ce que je comprends la stratégie de l'entreprise? Est-ce que ma direction elle est transparente? C'est tous ces sous-items qu'on va retrouver dans cette grande famille qui est l'organisation du travail et les tâches au quotidien. Ça s'améliore pour le coup, hein, on avait 35% d'insatisfaits, on est passé à 33% d'insatisfaits en 2025, mais c'est là qu'on a le plus de
d'effet sur la qualité de vie au travail, sur la santé mentale des individus. Et donc souvent, une bonne organisation de travail, c'est la clé en fait pour avoir le plus de résultats en matière de santé mentale. Et donc questionner de manière régulière l'organisation du travail, avoir une recherche d'efficacité, d'efficience, c'est pas un enjeu économique, c'est un enjeu sanitaire. C'est en travail, et là, ce qui est vachement intéressant, c'est que c'est un enjeu économique et un enjeu sanitaire, mais c'est en travaillant ces sujets qu'on va pouvoir finalement créer des organisations de travail qui sont pérennes et qui sont à la fois positives pour la performance économique, notre personnelle hein, et de citoyens français, mais aussi pour la performance en matière de santé mentale. Voilà, tout est dit, tout ce qu'on retient. Je vais aller un peu plus puisqu'on arrive à la fin. Je voulais quand même parler de recommandations. Et c'est une question, hein, c'est une fois qu'on fait cet état-là, cet état de fait, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux organisations, par où commencer, comment on travaille nous avec nos clients? Ouais, c'est comment on travaille nous, mais une fois de plus, Oui. on n'invente pas la roue, Mm. on réinvente pas la roue. L'objectif, c'est pas de créer une méthode particulière. Je pense que c'est de simplifier les méthodes qui existent déjà pour que tout le monde s'en saisisse. La première chose, c'est de reconnaître son impact, de le comprendre et de le reconnaître. Savoir combien ça coûte. Aujourd'hui, je vais vous présenter tout à l'heure, si vous le souhaitez, pour vos organisations, on fait, et on le fait à titre gracieux, parce que c'est une manière aussi de se rencontrer, mais on fait un travail approfondi d'évaluation du coût spécifique de la mauvaise santé mentale dans votre organisation, en se basant sur tous les indicateurs, le ratio de managers, de cadres, de non-cadres, d'absentéisme, etc., de turnover, de présentéisme, les conflits, bref. On fait ce calcul précis si vous le souhaitez, mais c'est fondamental de comprendre tout ce qu'on vient de se dire. Pour moi, c'est la base. Et toutes les études le montrent. Ensuite, la prévention des risques psychosociaux à tous les niveaux. Il faut anticiper les risques, sensibiliser les salariés sur les risques et accompagner et gérer les situations rencontrées. La vie est à risque, il y en aura toujours. L'enjeu, ce n'est pas de supprimer tous les risques, l'enjeu, c'est de les comprendre. Et d'ailleurs, en prévention des risques psychosociaux, on dit toujours que c'est l'équilibre entre les facteurs de risque et les facteurs de protection qui fait la bonne santé mentale. S'il y a un déséquilibre dans un sens ou dans l'autre, s'il n'y a pas de facteur de risque, mauvaise santé mentale, et s'il n'y a pas de facteur de protection, mauvaise santé mentale. C'est l'équilibre qui fait les deux. Donc, agir au niveau de la prévention des risques psychosociaux. Une fois de plus, chez Calis Social, on a des outils, mais la réalité, on a 1000 clients, on a 1000 dispositifs de prévention, parce que chaque dispositif de prévention doit être spécifique à son organisation. Il n'y a pas de magie, en fait. L'humain est singulier, les collectifs sont singuliers, les entreprises sont singulières, les organisations publiques sont singulières. Il faut à chaque organisation son plan de prévention spécifique par rapport à ses spécificités. Troisième recommandation, manager la qualité de vie au travail, évaluer ce que vivent les gens, mettre en place, identifier des priorités, déployer un plan d'action concret, mesurer l'impact, recommencer. C'est aussi simple que ça, on n'a pas inventé. Cette démarche, elle est déjà cette démarche itérative d'amélioration continue. L'objectif, c'est pas d'avoir une bonne QVCT, l'objectif, c'est d'avoir une QVCT meilleure que l'année dernière. Voilà. Et enfin, le dernier pan, c'est l'engagement. La QVCT, c'est pas top-down, c'est pas une décision de la direction que doivent appliquer les salariés. C'est un travail collectif et collaboratif. C'est pas un enjeu économique seulement, c'est pas un enjeu sanitaire seulement, c'est un enjeu de société. On a tous intérêt à travailler ensemble, main dans la main, sur l'amélioration de la santé mentale. Ce sera bénéfique pour notre économie, ce sera bénéfique pour l'aspect sanitaire, pour notre santé, et ce sera bénéfique aussi pour notre bonheur, parce que c'est l'étude qu'on avait fait l'année dernière, l'évaluation du bonheur et la corrélation avec la santé mentale, qu'on avait démontré avec l'étude de l'année dernière. Je vous invite à télécharger l'étude 2024. Elle avait des données barométriques sur l'année 2024, mais elle présentait aussi des corrélations entre le bonheur et le sentiment d'efficacité, la performance et la santé mentale. Et voilà, et c'est encore plus vrai aujourd'hui. On arrive au bout. On arrive au bout. Bon, il y avait nous connaître, voilà. Ça, c'est ce que tu viens de proposer. Voilà, n'hésitez pas. Si on n'a pas répondu à certaines questions, d'ailleurs, on peut reprendre contact aussi. Oui, n'hésitez pas à calisocial.com. Prenez contact avec les équipes, on sera ravis d'échanger, de discuter, de continuer de dialoguer. Nous, on s'est donné pour mission de porter la parole sur la santé mentale au travail en 2025. C'est notre contribution, je dirais, à cette grande cause nationale.
faire en sorte que on comprenne mieux ce qu'est la santé mentale au travail et qu'on sache mieux comment agir pour l'améliorer. On sera tous gagnants de cette démarche et j'espère que voilà, si vous êtes là, c'est aussi parce que à un moment, c'est des sujets qui vous concernent Ça. et sur lesquels vous avez envie aussi d'apporter votre contribution. Merci pour toutes vos questions. Oui, Merci merci, pour. c'est très riche de voir vos réactions et ça nous permet aussi d'améliorer le baromètre qu'on va mener l'année prochaine également. Oui, parce que D'y ajouter des choses qui vous intéressent particulièrement et des liens que vous cherchez à explorer. voilà. Et ben, Merci beaucoup. 12h33, on a un peu de retard. Désolé pour ce retard. Merci à tous. Je vous souhaite un bon déjeuner. Je vous souhaite une bonne Bonne fin de journée, journée. bonne semaine. Au revoir. Et n'oubliez pas, l'humain est le futur, prenons-en soin. Voilà, c'est écrit juste ici derrière moi. C'est ça. Je ne sais pas si on me voit à l'écran, mais n'oubliez pas de prendre soin de vous parce que c'est d'abord en prenant soin de nous qu'on est en capacité de prendre soin des autres. Et c'est ce qu'on constate le plus dans notre métier, c'est que finalement, les personnes prennent soin d'elles en dernier, là où il faudrait le faire en premier. C'est ça. Voilà. Il n'y a pas besoin d'attendre très longtemps avant de consulter un professionnel de la santé mentale. Exactement. Voilà. Voyons tous un psychologue pour être en meilleure santé mentale et prendre soin des autres. Merci à tous. Merci pour vos Au revoir. messages chaleureux. Oui. Et je vous plaisir. souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir à tous.